À 72 ans, j'ai découvert une vérité dangereuse. Ne partagez jamais ces 4 choses avec votre famille. Il existe une erreur que presque tout le monde commet, non par négligence, mais par excès d'amour. On croit, pendant des années, que la tendresse se mesure à ce qu'on révèle de soi-même. Que garder quelque chose pour soi, c'est une forme subtile de trahison. Que les gens qu'on aime méritent d'accéder à tout ce qu'on est, à tout ce qu'on possède, à tout ce qu'on ressent, même aux pensées qu'on n'a pas encore tout à fait formulées. On appelle ça de la confiance, on appelle ça de l'intimité, et pendant longtemps, on a raison d'y croire. Mais la vie réserve une leçon que personne ne vous enseigne dans les premières décennies. Elle n'arrive pas sous la forme d'un coup de tonnerre, elle arrive en silence, portée non par un drame spectaculaire, mais par une série de petits moments où vous réalisez, trop tard, que certaines vérités partagées ne disparaissent plus. Elles restent là, dans l'air des dîners de famille, dans les yeux de ceux qui vous aiment et qui, depuis qu'ils savent, vous regardent différemment, avec plus d'attention parfois, avec plus d'inquiétude, souvent, avec quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais qui se comporte comme une surveillance. Je m'appelle Marguerite Solène. J'ai 72 ans. J'ai été institutrice pendant 36 ans dans un village du Cantal que la plupart des cartes oublient de mentionner. J'ai élevé 2 enfants, accompagné un mari jusqu'à la fin, traversé des deuils et des renaissances. J'ai connu des années où je donnais tout et d'autres où j'apprenais à reprendre. Et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous instruire depuis une quelconque hauteur morale. C'est parce qu'on m'a appris des choses à la dure et que je préfère que vous les appreniez autrement. Ce texte n'est pas une liste de conseils froids distribués depuis un manuel de vieillesse heureuse. C'est une conversation entre adultes qui ont vécu assez pour savoir que la générosité mal placée peut, parfois, ressembler à une porte qu'on laisse ouverte dans le vent. Elle laisse entrer le froid sans qu'on l'ait voulu. Voici 4 choses que j'ai appris, au fil des années, à garder pour moi. Non par méfiance envers ceux que j'aime, mais par respect de ce que j'ai construit et de la liberté que j'ai le droit d'exercer jusqu'au bout. La première chose à ne jamais divulguer, le détail précis de votre situation financière. Je connais une femme, Théodorine, qui habitait une maison ancienne en pierre à la lisière d'un bourg perdu dans l'Ariège. Elle avait passé 40 ans à économiser avec une rigueur tranquille et sans ostentation, refusant les voyages inutiles, cuisinant avec ce qu'elle avait, refusant de s'endetter pour des apparences que personne ne lui demandait. Elle avait construit quelque chose de solide, de modeste et de profondément sien. Une autonomie discrète qu'elle portait avec une fierté silencieuse et sans arrogance. À 69 ans, elle décida d'être transparente avec ses enfants. Elle les réunit lors d'un dimanche d'octobre ensoleillé, autour de la table de la cuisine qui avait vu tant de repas partagés. Elle leur expliqua tout avec soin et patience, les comptes, l'assurance vie, la valeur de la maison, ce qu'elle comptait leur laisser à chacun, ses intentions pour les petits-enfants. Elle avait préparé ces mots pendant des semaines. Elle pensait faire un geste d'amour. Elle pensait que la clarté était un cadeau qu'on offre pour éviter des disputes futures. Elle quitta ce dimanche le cœur léger. Ce qui suivit la désorienta complètement et progressivement. Son fils aîné, Barnabé, qui n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour la maison familiale depuis qu'il l'avait quittée 20 ans auparavant, commença à poser des questions sur l'entretien, sur les gouttières, sur le coût du chauffage en hiver. Sa fille cadette, Inès, qui vivait en ville depuis longtemps, rappela soudain à plusieurs reprises en quelques semaines pour évoquer, avec une délicatesse gênée, l'idée que vendre serait peut-être plus sage que de continuer à entretenir une propriété aussi grande seule. Et quelque chose dans le regard de ses enfants avait changé lors des visites suivantes. Pas de façon grossière,
pas de façon mesquine ou délibérément blessante, mais quelque chose avait glissé. Théodorine n'était plus seulement leur mère, elle était devenue, sans que personne l'ait voulu, un dossier en cours de traitement. Théodorine me l'a dit un après-midi de novembre, les mains serrées autour d'une tasse de tilleul refroidi, avec une tristesse douce et sans colère dirigée contre quiconque. Je ne me sens plus chez moi dans ma propre vie. Ce que vous avez bâti financièrement appartient à votre histoire seule. Chaque sou porte la marque d'une décision prise avant que quiconque ait son mot à dire. Ayez un testament rigoureux, rédigé avec un professionnel. Désignez une personne de confiance pour gérer les aspects juridiques au moment venu. Mais votre famille n'a pas besoin de connaître les chiffres exacts pour vous aimer. Et si elle en a besoin, c'est précisément là qu'il faut s'interroger sur ce qu'on partage vraiment et avec qui. La transparence financière prématurée ne produit pas la sérénité. Elle produit des calculs. Et ces calculs, même menés avec amour, transforment lentement les repas dominicaux en réunions de travail où vous êtes, sans l'avoir cherché, l'objet principal de l'ordre du jour invisible. La deuxième chose à garder pour soi, vos petites douleurs et inconforts quotidiens. Il y a une tentation très naturelle, passé un certain âge, de nommer ce qu'on ressent dans son corps. La fatigue du matin qui met du temps à se dissiper, le genou qui proteste dans les escaliers après une longue journée, l'insomnie qui revient de temps en temps sans raison évidente. Ce ne sont pas des pathologies alarmantes. Ce sont des signaux ordinaires d'un corps qui a traversé des décennies de vie intense. Et les partager semble, au premier abord, aussi anodin que de commenter la pluie dehors. Mais voilà ce qu'on ne voit pas venir. Ce que l'habitude du partage nous dissimule soigneusement. Une femme que je connais, Blanche Émilienne, 67 ans, jardinait encore 3 matins par semaine avec une endurance qui faisait honte à des gens bien plus jeunes. Elle marchait tous les jours jusqu'au marché du village, rentrait les bras chargés et riait plus facilement que la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Un soir ordinaire, au téléphone avec son fils Titouan, qui habitait à 3 heures de route, elle mentionna distraitement, dans le cours naturel de la conversation, qu'elle avait eu des étourdissements en se levant trop vite après avoir travaillé longtemps accroupie dans ses plates-bandes. Rien d'alarmant selon elle. Un constat banal, physiologique, passager. En 48 heures, son fils avait rappelé 2 fois pour prendre des nouvelles. Sa belle-fille avait envoyé un long article sur l'hypotension orthostatique avec des passages surlignés. Et lors de leur prochaine visite, ils avaient commencé à lui suggérer, avec une gentillesse sincère et parfaitement bien intentionnée, de ne plus conduire seule sur les routes de montagne par mauvais temps. Blanche Émilienne me dit, lors d'un dimanche passé dans son jardin, qu'elle se sentait désormais observée. Pas aimée davantage qu'avant, observée, comme si une surveillance douce s'était installée tout autour d'elle, habillée de sollicitude et de téléphones réguliers, mais bâtie sur la fragilité qu'elle avait, sans le vouloir, introduite dans la conversation un soir ordinaire. C'est l'effet invisible du trop dit médical ordinaire. Vos proches ne reçoivent pas vos plaintes légères comme des informations neutres à classer dans un coin de leur mémoire. Ils les reçoivent comme des preuves d'un changement en cours. Chaque mention d'une douleur passagère ajoute une couche à une image qui, progressivement, vous échappe et prend une forme que vous n'avez pas choisie. Vous cessez d'être la personne capable et autonome qu'ils ont connue depuis toujours. Vous devenez, dans leur représentation mentale, une personne à surveiller, à protéger, à guider doucement vers des décisions que vous n'avez jamais demandé à partager avec qui que ce soit. Certaines informations de santé méritent d'être partagées. Un diagnostic sérieux, une opération imminente, un changement réel dans votre façon de vous mouvoir dans le monde. Ces choses concernent ceux qui vous aiment, et vous avez le droit d'être soutenu. Mais la douleur qui passe avant midi, la nuit un peu courte,
la tension musculaire d'un effort physique n'ont pas besoin d'audience. Votre corps porte 70 ans d'expérience. Il parle un langage que vous comprenez mieux que quiconque. Faites-lui confiance. La troisième chose, ne vous mêlez pas des conflits entre les membres de votre famille. À notre âge, on a souvent l'impression d'avoir une vue surplombante sur les dynamiques familiales. On a vu assez de disputes se former et se dissoudre pour savoir lesquelles sont superficielles et lesquelles sont profondes. On connaît les tempéraments depuis l'enfance, les vieilles blessures qui n'ont jamais cicatrisé, les non-dits qui courent sous les conversations depuis des années. Et quand une tension éclate entre deux personnes qu'on aime, l'impulsion naturelle est de vouloir intervenir, de poser les mots qui apaisent, d'offrir la perspective de quelqu'un qui a vu plus loin. Mais il y a quelque chose de traître dans cette certitude. Une femme que j'admire profondément, Séraphine Aldé, 75 ans, avait la réputation ancienne et méritée d'être le pilier émotionnel de toute sa famille élargie. On venait la voir quand les choses allaient mal. On lui téléphonait après les désaccords importants qui laissaient tout le monde blessé. Elle avait ce talent rare de poser les choses avec une douceur qui ne ressemblait pas à de la faiblesse, mais à de la clarté. Un été chargé de chaleur et de tensions contenues, elle fut témoin d'une friction croissante entre sa fille et son gendre. Rien d'explosif encore. Des silences qui s'allongeaient dans les conversations, des regards qui s'évitaient légèrement à table. Séraphine Aldé, avec toute la délicatesse dont elle était capable, formula une observation lors d'un dîner familial. Ce n'était pas un reproche adressé à l'un ou à l'autre. C'était une remarque oblique, posée avec soin, qui voulait dire en substance « Je vois, je comprends, je suis là ». Sa fille l'interpréta immédiatement et sans hésitation comme une prise de position en faveur de son mari. La relation entre Séraphine Aldé et sa fille, qui avait été l'une des grandes douceurs et des grandes fiertés de sa vie entière, devint formelle, distante, polie comme une correspondance administrative pendant presque 2 ans. Les visites se raréfièrent progressivement et sans explication claire. Les appels se raccourcirent. Et Séraphine Aldé me dit un après-midi, avec un calme qui dissimulait mal une peine ancienne et tenace, « Je n'ai rien dit de mal, mais j'ai dit quelque chose, et c'est ça, simplement ça, qui a tout changé. » Les conflits familiaux ne cherchent pas la sagesse extérieure, ils cherchent la validation pure et entière, sans nuance et sans réserve. Et si vous n'apportez pas cette validation claire à chaque camp, vous risquez d'être perçu comme ennemi par les deux simultanément. Ce n'est pas une question de logique ou de bonne intention, c'est une question de feu vif. Quand les gens brûlent intérieurement, ils ne distinguent plus toujours ce qui réchauffe de ce qui brûle davantage. Votre rôle le plus précieux dans ces moments difficiles n'est pas celui de médiateur habile, c'est celui de présence stable et aimante qui ne bouge pas. Aimez les deux parties sans le proclamer. Restez disponible sans vous imposer. Ne choisissez aucun camp et ne parlez que si on vous le demande explicitement, en vous laissant la liberté de répondre honnêtement. Autrement, votre silence tranquille vaut plus que n'importe quelle phrase bien intentionnée qui peut toujours être retournée contre vous. La quatrième chose à ne jamais partager: vos intentions pour ce que vous laisserez derrière vous. On imagine souvent que parler à l'avance de ses dispositions successorales est un geste de clarté bienveillante qui prévient les conflits futurs. Pas de surprise désagréable, pas de malentendus amers, pas de dispute entre frères et sœurs dans un moment de deuil déjà douloureux. Le raisonnement est sensé en apparence, et il part d'un endroit genuinement généreux et attentionné. Mais la pratique, encore et toujours, raconte une autre histoire que la théorie ne prévoyait pas. Je connais une femme, Honorine Céleste, 80 ans, ancienne chef de service dans une clinique du Lot-et-Garonne, femme d'une précision et d'une rigueur que ses collègues évoquaient encore des années après sa retraite.
elle avait passé sa vie entière à tout planifier avec méthode, à anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. À 78 ans, elle décida d'organiser des conversations individuelles avec chacun de ses 3 enfants adultes pour leur expliquer ses choix successoraux en détail. Elle pensait que cette transparence éviterait des conflits futurs et préserverait l'harmonie familiale après son départ. Ce qu'elle déclencha fut une série de réactions qu'elle n'avait absolument pas imaginées malgré toute sa prévoyance habituelle. Son fils Victorien, le plus discret et le plus tranquille des 3, se referma sur lui-même pendant des semaines sans donner d'explication. Il ne fit aucun commentaire direct, mais quelque chose dans la texture de ses visites changea de façon perceptible à qui savait regarder. Sa fille Célimène, qui vivait loin et appelait rarement, se manifesta soudain avec une fréquence nouvelle et une chaleur légèrement suspecte dans son enthousiasme retrouvé. Et sa deuxième fille, Radegonde, souleva avec une gêne sincère et visible la question de l'équité des parts, non par avidité calculée, mais parce que mettre les chiffres et les intentions sur la table avait ouvert des questions qu'elle ne s'était jamais posées avant cette conversation et qui maintenant ne la quittaient plus. Honorine Céleste me dit une chose que je n'ai jamais tout à fait oubliée depuis ce soir-là. J'ai cru que je leur donnais la paix d'esprit. J'ai en fait distribué du souci à chacun d'eux, chacun à sa façon propre. Ce que vous possédez a été construit par des décisions prises sur plusieurs décennies, dans des circonstances et des contextes que personne d'autre ne peut pleinement comprendre de l'extérieur. La façon dont vous choisissez de le distribuer après vous reflète votre histoire entière, vos valeurs profondes, la nature précise et singulière de chaque lien que vous avez tissé et entretenu. Ce n'est pas une décision collective qui appelle un débat préalable, c'est une décision intime qui vous appartient entièrement. Et elle n'a pas à être expliquée ni justifiée de votre vivant auprès de qui que ce soit. Quand vous annoncez vos intentions successorales en détail et à l'avance, vous ne libérez pas vos proches du poids de l'incertitude. Vous leur donnez le poids de l'attente, qui est souvent plus lourd encore parce qu'il dure des années. Et cette attente, même chez les gens les plus aimants et les plus honnêtes du monde, finit par teinter leur regard sur vous et leur comportement en votre présence. Pas par malice, par humanité fondamentale que personne n'échappe. Quand on sait ce qu'on va recevoir un jour, on commence à le voir différemment, à en parler différemment entre soi, à regarder différemment la personne qui porte cette promesse dans sa vie encore vivante et présente. Votre testament doit être en ordre, signé, légalement valide, gardé par un notaire de confiance. C'est une responsabilité réelle et concrète envers ceux que vous laisserez un jour. Mais ce document n'a pas à devenir un sujet de conversation autour de la table familiale. Ce n'est pas un programme distribué avant le spectacle pour que chacun sache où s'asseoir. C'est un acte privé qui parle de qui vous étiez vraiment et qui sera lu et exécuté en temps voulu. En attendant, vivez pleinement et sans permission. Dépensez ce qui mérite d'être dépensé, voyagez si l'envie est là et que le cœur vous en dit. Offrez ce que vous voulez offrir de votre vivant, si cela vous fait plaisir, sans explication et sans registre comptable tenu pour les autres. Votre liberté ne se négocie pas, elle se vit chaque jour dans les choix petits et grands que vous faites pour vous-même. Je veux finir avec quelque chose de plus large que ces 4 points isolés. Nous avons passé des décennies à nous rendre disponibles sans compter les heures ni les efforts, à répondre aux besoins des autres avant les nôtres, souvent sans même remarquer que nous le faisions, à partager, à expliquer, à justifier nos choix devant des audiences que nous avions nous-mêmes convoquées par habitude. C'était juste dans ces années-là. Il y avait des enfants à élever, des familles à tenir ensemble, des responsabilités à honorer. Ce n'était pas une erreur d'avoir été ainsi, c'était une vie généreuse. Mais à un moment donné,
vous réalisez que la disponibilité totale a un coût que vous avez longtemps refusé de comptabiliser. Que livrer chaque détail de votre existence n'est plus de la générosité, mais une habitude ancienne qui continue par inertie. Et que certaines choses, gardées pour vous avec soin, ne vous appauvrissent pas. Elles vous permettent de rester entier et debout. Protéger sa vie intérieure n'est pas un acte de froideur ou de rancœur mal digérée. C'est un acte de maturité tardive et précieuse. C'est reconnaître que vous avez construit quelque chose au fil des années, une façon d'être dans le monde, une façon de voir les choses qui vous est propre, un certain nombre de certitudes durement gagnées sur vous-même et sur la nature humaine, et que tout cela mérite d'être gardé avec soin. Les gens qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin d'accéder à chaque recoin de votre existence pour vous aimer avec constance. Ils ont besoin de savoir que vous êtes là, que vous allez bien dans l'essentiel, que vous les aimez en retour. Le reste appartient à vous seul. Je me souviens d'une période de ma vie où je confondais l'amour avec la transparence absolue. Je croyais sincèrement que se retenir de dire quelque chose, c'était trahir la confiance placée en moi. Il m'a fallu du temps et quelques erreurs dont le coût se mesure encore aujourd'hui pour comprendre que certaines limites ne séparent pas les gens. Elles protègent l'amour de lui-même. Elles lui donnent un espace où respirer sans être consumé. À 72 ans, je n'ai pas moins d'amour à donner qu'à 30. Peut-être davantage, parce que j'ai enfin appris à ne pas le diluer sur des vérités qui n'avaient pas besoin d'être dites. Vous avez le droit de vieillir dans la dignité et dans la liberté. Votre paix est précieuse, gardez-la.